Emmanuel-Yves Monin, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs. Donc, nombreux auditeurs vous connaissent en tant qu'écrivain, conférencier, journaliste, et vous êtes l'auteur, parmi de nombreux autres ouvrages, de Chez les bâtisseurs d'utopie. On va principalement parler de ce livre ce soir. Oui, puisque c'est tout de même la notion de monde meilleur que tous les utopistes essayent de construire. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par utopie ? Moi je ne veux pas dire, c'est le mot qui a été lancé dans le double sens de utopos et eutopos, qui veut dire soit le non-lieu, soit le lieu qui est beau. Et moi je préfère le beau lieu, parce que, en fait, quand il décrit son univers, cette île merveilleuse, c'est vraiment un très très beau lieu, même si ça n'existe encore que dans ses rêves, et peut-être pas, et donc pas solidifié sur la terre. Voilà. Donc c'est toutes les tentatives de tous ceux qui essayent de faire un monde meilleur. Et donc ça fait longtemps que vous fréquentez toutes sortes de communautés alternatives, que vous voyagez, que vous allez dans toutes sortes de pays, et vous connaissez bien le sujet. Disons qu'il n'y a pas 36 sujets sur la planète, tout le monde veut un monde meilleur, oui. Mais en même temps, alors ça c'était bien, parce que le jour où vous m'avez demandé de faire cette émission, j'étais à Ibiza, et je me suis dit, mais ici, ils ne veulent pas du tout un monde meilleur, ils sont très heureux. Cette île, moi j'y suis allé la première fois dans les années 72, et depuis même auparavant, 60 et quelques, beaucoup de gens allaient là-bas parce que c'était le monde meilleur, directement. Ils étaient très heureux, voilà, et il faut bien remarquer que beaucoup de gens sont encore très heureux là-bas et dans d'autres pays. J'ai vu aujourd'hui, hier plutôt, l'OCDE a déclaré que le pays dans lequel il fait le très bon vivre, c'était l'Australie. Et c'est un pays que je connais bien, et si je leur disais le chemin vers un monde meilleur, mais ils rigoleraient, oui. Parce que eux, everything is beautiful in its own way, c'est toujours parfait, ils sont heureux, il y a du soleil, ils ont de l'argent, etc. Et beaucoup, même dans d'autres pays, là, j'avais bien pensé à Ibiza parce que c'est très symbolique. C'est un lieu absolument fantastique, avec un monde parfait, on était très très heureux, on disait que c'était l'île magique, et puis petit à petit on a vu la dégradation jusqu'à maintenant. Mais autrement, il y a aussi, c'est pour rien qu'il y a toutes ces chansons, moi j'aime bien vivre en France, où on trouve de tout partout, et puis douce France, cher pays de mon enfance, il y a des tas de gens qui sont très très heureux de vivre. Hier, je suis allé à une exposition, et la personne qui fait l'exposition m'a dit « Ah, il faut que je vous dise, je suis heureuse. J'ai un mec... » ce qui est une chose tout de même rare ces temps-ci, je fais mon exposition, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi... en fait, vous voyez, l'enquête de l'OCDE demandait aussi en fonction de certains paramètres. Mais que veulent les gens ? Ils veulent simplement avoir des choses de base. Regardez ceux qui gagnent. Hier ou avant-hier, quelqu'un a gagné 30 et quelques millions à partir de ces 2 €. Et on lui demande, qu'est-ce que vous allez en faire de cet argent ? Et il dit, je vais m'acheter une voiture, je vais m'acheter une maison, ma femme aime bien voyager, on va voyager. Les gens se contentent, pas de peu, mais il y a des nécessités de base, et quand on arrive sur cette terre à avoir les nécessités de base, en Europe on a tout de même un petit peu la chance d'avoir un petit peu cela, je ne parle pas des pays du tiers-monde, vous arrivez d'Inde, vous avez vu, ils se contenteraient d'un petit peu moins, mais ils arrivent eux-mêmes à être heureux. On voit des gens souriants en Inde alors qu'ils n'ont rien du tout. Oui, cette quête d'un monde meilleur a quelque chose d'illusoire, évidemment. C'est un côté bobo. C'est-à-dire qu'en fait, un monde meilleur ne dépend peut-être que d'un déclic intérieur, de simplement dire « je remercie », justement, je remercie de tout ce que j'ai, déjà j'ouvre les yeux sur mon monde de manière différente, et mon monde se transforme, parce que le monde est à l'intérieur de nous. Il n'y a pas besoin de le mot « monde », en grec c'était « cosmos », qui voulait dire l'ordre. D'ailleurs, « monde », je crois que ça veut dire quelque chose qui est propre. Oui. Ce qui est bien parce que le contraire c'est immonde. C'est intéressant de voir l'étymologie et on n'y pense jamais. Voyez, le monde c'est quelque chose de bien organisé. Si on voit pas que c'est bien organisé,
c'est qu'on n'a rien compris. Autrement, le monde est parfait. Alors, bien entendu, parfait ne veut pas dire que ça va être comme l'ego inférieur va le souhaiter. Hein. Oui, c'est bien, parce qu'il y avait une chanson. J'ai regardé les chansons qui avaient été écrites là-dessus. Et voilà, je rêve d'un monde sans démons. Je rêve d'une guerre sans explosion. Je sais, ça paraît con de souffrir d'illusions. Je rêve d'un volcan sans éruption. Je rêve de sexe sans protection, etc. Bon, un petit peu stupide. Hein, c'est comme tous ces gens qui s'indignent. Dernièrement, j'ai vu un groupe qui avait fait, pour lutter contre cette stupidité de l'indignation, ils avaient fait tout un texte. Nous, on s'indigne, nous, femmes, on s'indigne de procréer en 9 mois au lieu de n'attendre que 6 mois. Je m'indigne d'avoir des chaussures qui s'usent quand je marche. Bon, on s'indignerait toute la journée. Oui. Voilà. Alors, de bien voir que quand il y a des problèmes, les problèmes, c'est pas à vous que je vais le dire, tous les problèmes, c'est tout de même aussi pour qu'on en tire des leçons. Oui. Si j'ai mal, il faut être vraiment pragmatique comme l'étaient les philosophes de la Grèce ancienne, de regarder les choses très terre à terre. Hein. Si je n'apprécie pas quelque chose, soit c'est parce que je n'ai pas l'intelligence de voir que c'est bien, soit parce que cela me donne l'occasion de le changer. Hein, des groupes qui vivent avec une philosophie du bonheur toujours très américain, très anglo-saxon. Hein. Ici, maintenant, on est heureux, et si on n'est pas heureux, do it, essaye de changer la chose, ou alors, troisième point, tu t'en vas. Hein. Et beaucoup de gens, le monde meilleur, faut bien voir aussi, c'est cette notion on va aller dans un Eldorado. Hein, le monde meilleur, c'était aussi le départ vers un petit peu comme le Petit Prince. Il en avait marre d'être sur sa boule, sur sa planète, et donc il part vers un monde meilleur en allant visiter les autres pays. Hein. The grass is greener, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Voilà. Et donc, on a aussi la capacité de modifier, si l'on peut, et si on ne peut pas, soit d'accepter les choses telles qu'elles sont, soit d'aller voir ailleurs. Donc, depuis longtemps, les années 60, les gens quittent leur petit train-train, quittent Paris, quittent les grandes villes, pour aller vers ce qu'ils espèrent être un monde meilleur, pour découvrir le reste du monde. Oui, la terre promise. Hein. La terre promise. Même depuis avant. Hein. Tous les Européens qui mouraient de faim en Sicile, en Allemagne, etc., ils sont partis en Amérique. Promised Land, la terre promise, l'Eldorado, parce qu'on allait vivre comme l'âge d'or. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont vu que c'était pas très facile. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à partir la première fois ? Parce que moi j'en avais assez de la France, donc je suis allé voir ailleurs. Et je suis tombé, d'abord je suis tombé aux États-Unis, c'était génial parce que c'était un bon moment, c'était le folk revival, le renouveau de la musique folklorique. Je suis allé en Australie, c'était la période hippie, c'était merveilleux, etc. En Espagne, après, à Ibiza, c'était le paradis. Tout ceci entre guillemets. Hein. Mais voyez. Et donc vous avez visité de nombreuses communautés justement là-bas, hein, aux États-Unis, en Australie, à Ibiza. Oui, dans le sens. Dans le sens général du mot communauté, hein, parce que depuis que je fais toutes ces conférences sur ce sujet, j'aime bien montrer qu'il y a communauté absolument partout, c'est-à-dire que le couple est une communauté, avec les enfants, etc., ça fait vraiment la tribu. Il y a des communautés plus larges, des communautés intentionnelles, comme on dit, soit des gens qui se regroupent par affinité intellectuelle ou pour survivre avec beaucoup moins de problèmes matériels. Hein. Ça, c'était l'origine dans les années 70, en Angleterre en particulier, hein, et en Australie. Il valait beaucoup mieux, ce qu'on ne fait pas en France. Ce qui commence à se faire en France avec le cohabitat, c'est-à-dire qu'il vaut mieux être 6 dans une maison en partageant la télévision, le chauffage, etc., et le frigidaire, plutôt que d'avoir 6 frigidaires, 6 télévisions, etc., etc. Oui, la colocation, quoi. La colocation, déjà, le cohabitat, voilà. Hein. Et sinon, il y a les communautés intentionnelles anciennes, comme les ashrams. Alors là, c'est un autre sujet, hein, parce qu'il y a... les monastères. Oui, voilà. Hein, il y a... et même là-dedans, on peut mettre aussi les communautés anarchistes, mais en voyant bien qu'il y a
il y a deux possibilités dans ces communautés, dans cette filière, on pourrait dire, spirituelle. Il y a ceux qui se mettent en petits groupes et ceux qui font un travail tout seuls, le travail sur eux-mêmes pour que leur propre monde soit meilleur. Parce que cette notion d'un monde meilleur, le monde meilleur, qu'est-ce qu'on entend par monde meilleur? Est-ce que c'est la planète ou est-ce que c'est mon monde à moi, hein? Le monde ou mon monde? Donc, si c'est mon monde, ça c'est très à la mode maintenant, puisqu'on s'aperçoit qu'il faut vraiment faire des petites tribus intentionnelles, hein. On voit même les jardins partagés à Paris, hein, puis un peu partout. En Espagne, ils sont obligés maintenant de reprendre d'anciens villages et de revivre comme ils vivaient avant. Ça leur est facile, parce qu'ils ont toujours la mentalité de la famille, eux, et ils peuvent s'associer pour refaire du jardinage, etc. Alors qu'en France, je vois tous ceux qui essayent les jardins partagés, j'ai vu ça aussi dans d'autres lieux avec beaucoup plus de pays différents représentés, il y a des problèmes pas possibles, hein. Il y en a qui vont prendre les tomates avant qu'elles soient mûres, il y a, etc. Hein, dans le sud de l'Espagne, on a, avec beaucoup de personnes, on a acheté un immense terrain, mais immense, avec des sources, avec voilà. Et là, tous les gens qui avaient envie de vivre de manière autre, mais plus heureuse, un monde meilleur, s'étaient réunis et donc ça allait très bien. L'époque où on y est allé, il y a tout de même pas mal d'années, s'appelle Bénéficio, c'était fantastique, les gens étaient heureux de vivre, et puis petit à petit, beaucoup de gens sont arrivés avec des chiens, avec des drogues, puisqu'en Espagne on a le droit d'avoir légalement 3 plants par personne de hashish. Et donc, c'est devenu un endroit où on vend du hashish, où les gens ont peur maintenant, ceux qui arrivent, parce qu'il y a des chiens. Ils n'ont plus aucune conscience de l'hygiène. Les toilettes étaient mises à côté du ruisseau, etc., etc. Vous voyez? Donc, mais je reviens la première idée, c'est que beaucoup de gens sont très heureux de vivre comme ils vivent. Et même dans ce lieu qui, pour moi et puis pour d'autres personnes, on est peut-être un petit peu tatillon sur l'hygiène, et voilà. Mais autrement, je répète, quand vous m'avez dit cela à Ibiza, c'était le jour où il y avait les grands rassemblements. Alors, il y avait un rassemblement dans un village, San Juan, qui a toujours été the village des hippies. Il y avait le grand rassemblement de tous les hippies. Et assez merveilleusement, des gens sont venus du monde entier ce jour-là. Et c'était comme dans les années 70, et tout le monde était heureux, ça chantait, on se souriait, on s'embrassait plus. Ça s'est terminé en 90, on en reparlera. À Ibiza, il y avait l'époque où tout le monde était tellement ouvert et heureux de vivre que les gens s'embrassaient même sur la bouche, dans la rue, sans même se connaître. Alors là, il n'y avait pas ça, mais il y avait tout de même une joie de vivre extraordinaire. Et en même temps, il y avait dans un autre coin, dans un superbe hôtel, Lazzaro, pour ceux qui connaissent, il y avait le rassemblement de tous les gens très BCBG, très, très riches, qui arrivaient en limousine, qui arrivaient avec de belles voitures de sport. Ils enlevaient leurs godasses, pardon pour le mot, pour mettre leurs talons hauts, et ensuite ils allaient dans ce beau lieu. Parce que les chaussures, c'est des caminos souvent, donc on ne peut pas marcher tellement avec Voilà. Mais ils étaient heureux, très très heureux de tous être ensemble, avec leur entre-gens. Voilà. Et donc ces deux groupes ne se côtoyaient pas. Et puis en même temps, le même jour, il y avait un troisième groupe à San Jordi, je crois, non, voilà, peu importe, et San Lorenzo. Et là, c'était tous les Espagnols de pure souche, soit les Ibicenco natifs d'Ibiza, soit tous les Espagnols qui sont venus de la péninsule depuis des années et qui ont vraiment repris l'île. Et alors eux, ils étaient tous en groupe de famille et ils faisaient leur barbecue. C'était 3 mondes totalement différents, mais ils étaient heureux. Tout le monde était totalement heureux. Et puis il y avait le 4e groupe, on peut dire, qui étaient les touristes, qui étaient très heureux parce qu'eux, ils étaient en ville et ils se promenaient, ils visitaient, etc. Il n'y avait pas de problème. Vous parlez de quelle époque? Là, maintenant, le jour où vous m'avez téléphoné, c'était merveilleux. Je me suis dit, le monde meilleur, mais je peux même pas leur dire, est-ce que vous voulez faire un monde meilleur? Ils me diraient, non. Bon, là, je vais atténuer pour passer un 2e chapitre, on peut dire.
ils sont heureux jusqu'à un certain point, hein, parce que ça, c'est des moments qui arrivent une fois de temps en temps. Alors, la joie de ces rencontres, et puis après, il y a la dure réalité qui fait qu'il y a de moins en moins d'argent. Les touristes sont des touristes de masse, le tourisme de masse qui va voir les hippie markets, les marchés, mais qui n'achètent rien ou presque rien. Là aussi, beaucoup de hippies font semblant d'être des pauvres pour pouvoir avoir la paix. Et il y en a certains qui sont même obligés de vivre dans des grottes parce qu'ils n'ont plus l'argent pour se payer des maisons. Mais là aussi, le même jour, une personne que je connaissais depuis une éternité m'a dit « Moi, je suis parfaitement heureux. J'ai une petite maison juste devant la mer. Je vois tous les matins de ma fenêtre, de mon lit, le soleil se lever. Et puis, voilà. Et après, je vais voir des amis. Il va d'un café à un autre. C'est pas cher, on ne paye rien, etc. » Voilà. Le chemin vers un monde meilleur n'intéresse qu'une très petite frange de l'humanité. Et c'est là où je disais peut-être un sujet pour les bobos. Parce que les bobos, c'est pas péjoratif, hein, c'est les bourgeois, ils ont l'argent, ils ont travaillé, mais ils se disent, bon, ça ne suffit peut-être pas pour être heureux. Alors là, ils vont penser à aider le tiers-monde, à vivre autrement. Et puis, très basique, le fait que, je pense à une communauté très célèbre en Écosse, Findorn. Quand on est allé visiter Findorn, les gens nous ont dit, oui, maintenant il y a un petit problème, c'est que certains habitants commencent à être âgés, ils ont 80 ans, on ne sait pas tellement ce qu'on va en faire. Ils n'ont pas du tout pensé à cela. Et là, maintenant, ils se disent, bon, d'accord, très bien de vivre comme ça, pas d'amour et d'eau fraîche, en plus, là-bas, il fait très froid, donc ils donnent des stages, etc. Mais les moyens financiers ne vont pas leur permettre de continuer à vivre comme cela pour beaucoup de gens. Donc, les problèmes arrivent, vous voyez. Alors, les personnes âgées, ils vont en faire quoi, en fait ? Eh bien, ils ne savent pas. Ils nous ont dit, ça serait bien que des gens comme vous viennent. Il nous faudrait, comment ils appellent ça, les animateurs du troisième âge ? Non. Ils veulent des gens qui viennent d'Europe, des latins. Voilà, ils veulent des latins. Parce que les latins vont donner un petit peu de vie. Là-bas, c'est des zombies. Hein. Les gens ne vous disent même pas bonjour, ils sont dans leur méditation, ils pensent que leur monde meilleur, et pourquoi pas. Hein. Ça, c'est, vous voyez, vous me parliez tout à l'heure des communautés religieuses, c'est une voie vers un monde meilleur parce que, disent ceux qui sont dans ce trip-là, le fait de se changer va modifier votre environnement. Et c'est vrai que lorsque vous êtes entouré, hier, quelqu'un me parlait des groupes Lanza del Vasto, hein, mais les groupes Rajneesh aussi qui étaient à Ibiza pendant des années, il est évident que quand vous êtes dans un trip, entre guillemets, religieux, quel qu'il soit, que ce soit l'Orient, etc., vous êtes en contact avec d'autres personnes qui pensent comme vous. Et donc, très bien, tous les gens Rajneesh, les Orange People de Ibiza, ils vivent entre eux, ils ont... Ça, c'est le bon système anglo-saxon. Ils font leur réseau, c'est-à-dire qu'il y a une entraide. Je répète, c'est bien le système. Alors là, j'étends à d'autres lieux. Toute la côte espagnole avait accueilli pendant des années, encore un petit peu maintenant, mais la livre ayant périclité, ça, voilà, je ne sais pas comment ça devient depuis 3 ans, oui. Mais ces gens-là, tous les anglo-saxons s'entraidaient. Non seulement ils avaient un magazine avec pour dire quels étaient les moyens de subsister, d'acheter des maisons, etc. Mais même, ils avaient un lieu à Barcelone avec le travail réservé aux anglo-saxons. Vous avez le FUSAC en France, ce petit journal gratuit sur lequel, qui vous donne tous les... Si vous êtes en English speaking, hein, voilà, native speaker, native English speaker, uniquement pour les anglo-saxons qui sont vraiment de pure souche, alors là, on leur trouve des tas de métiers dans l'enseignement, etc. On n'a pas ça en France. Vous voyez, le français n'organise pas, n'a pas cet esprit communautaire, pour la bonne raison déjà, parce que c'est son tempérament très, très mercurien, par rapport aux anglo-saxons qui, eux, ont été obligés de se mettre ensemble. C'était les pionniers, quand ils sont allés en Amérique, il fallait bien se mettre ensemble pour lutter contre les Indiens, hein, ou pour tuer tout le monde. Voilà, ça c'est encore autre chose. Ce que vous disiez sur les habitants de Findorn me fait penser à ce qu'un maître spirituel disait: si vous croyez que vous avez atteint l'éveil,
allez donc passer un week-end chez vos parents. Oui, ça tout à fait. Pour tester justement. Oui, ben moi si je vais vous encore rester zen. Voilà, je vais en plus présence simple. de personnes qui ne partagent pas du tout. Tout à fait. Ça c'est ce que je dis à beaucoup de gens qui enseignent la sophrologie ou la psychanalyse, etc. Hein, venez dans une fête avec des gens normaux, vous ne serez pas ex cathedra et on va voir. Mais ce que je faisais faire à l'époque des premières communautés en Australie, je faisais ce qu'on appelait des stop sessions, des sessions d'arrêt. Et on disait à ceux qui voulaient faire partie d'une communauté, on leur disait essayez d'abord de vivre pendant 46 heures ou 36 heures avec des gens avec lesquels vous allez par la suite vouloir vivre en communes, en communauté ou en maison, en cohabitation. Et ceci sans parler d'autre chose que de ici et maintenant. On ne va pas raconter sa vie. Les anglo-saxons, ils n'arrêtent pas de parler de nanana. Non, on parle que de ici et maintenant, et on ne mange qu'à une heure donnée. Et là, c'est extraordinaire. Alors certains s'endorment, mais on ne peut pas dormir pendant 36 heures. Et là, les conflits arrivent instantanément. Et là, vous repérez les gens avec lesquels on va peut-être pouvoir vivre en communauté. Parce que on a beaucoup vécu dans les communautés parfaites, les communautés dans lesquelles j'étais en Australie. J'ai cofondé une grande communauté dans les montagnes du nord du Queensland. Qui s'appelle comment ça qui s'appelait Zen Colony. D'accord. Voilà. Et alors là, c'était paradisiaque parce que rien. Je vais reprendre ça par Ibiza aussi. Quand on est arrivé à Ibiza, les natifs, les Ibicenco, les locaux nous disaient, vous savez, quand on vit tous ensemble sur un lieu aussi petit, il ne faut surtout pas parler d'autre chose que des choses simples, est-ce que tu peux me prêter un marteau, etc. Ouais. Mais jamais le reste. Quand on voit en France, quand on va vivre dans la campagne, dans les provinces françaises et qu'on ne voit que des ragots, c'est impressionnant. Et on ne peut pas... D'ailleurs, toutes les communautés qui ont pu exister, on a visité énormément en 72-73, communautés de tout poil, y compris les communautés anarchistes, les communautés dans la Lozère, dans plus bas, il y a même des livres qui ont été faits là-dessus. C'était très bien. Les gens ne discutaient pas, ne se disputaient pas. Il y avait une promiscuité qui n'était même pas sexuelle, qui était sensuelle, et on collaborait à pas grand-chose, un petit jardin de temps en temps, parce que tout le monde avait suffisamment d'argent pour ne pas être obligé de faire des efforts. Voilà. Et c'était, on peut dire, parfait, entre guillemets. C'est de très bons souvenirs. Et après, tout ceci a disparu. Comme Ibiza a disparu dans son côté merveilleux, c'est-à-dire que sont arrivés des gens, des touristes avec une mentalité qui n'était absolument pas pour vivre heureux, c'était pour se retrouver au soleil en ayant le même beefsteak, les mêmes pommes de terre frites et le même journal qu'ils avaient chez eux. Donc toute l'économie a changé. À Ibiza, c'était extraordinaire. Du jour au lendemain, les prix ont augmenté. Le bus, les habitants ne peuvent même plus le prendre. C'est passé de 10 pesettes de l'époque à 50 pesettes le lendemain. Alors, il y a des kiosques où on vend de tout, alors qu'à l'époque, 73, je crois, on ne pouvait même pas trouver une brosse à dents. Le cirage non plus. C'était vraiment... ils étaient encore... dans une existence tout à fait simple, la fameuse simple life qui est vantée dans tous les milieux qui veulent faire de la vie communautaire ou la vie alternative, qui ne veulent pas être dans l'establishment ou de Babylone comme ils disent. Et là c'était parfait. Et je vous dis, après sont arrivés les touristes, sont arrivés les gens qui voulaient profiter des touristes, les magasins, etc. Et maintenant c'est une ville avec les bruits, les klaxons et tout. Oui, de mon petit bout de la lorgnette, ce que j'ai l'impression, c'est que pour les communautés, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Il n'y a plus de communauté en France. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a les groupes, les amis que j'ai vus, les connaissances, qui voulaient créer des communautés. Souvent, ils se lançaient, tout d'un coup, ils avaient un terrain et tout. Oui. Et puis, quelques mois d'après, on entend dire « Ah, c'est terminé, parce qu'il y a une dispute entre tel couple, etc. » Et donc, finalement, ça ne démarrait pas. J'ai vu beaucoup de projets
qui étaient restés dans la tête, mais qui ne sont jamais concrétisés dans le réel. C'est encore tous les jours sur les forums. Hier encore, il y avait, je ne vais pas citer tous ces forums, on est énormément là-dedans. Donc, plusieurs personnes autour de moi s'occupent aussi des archives de tous ces mouvements utopistes, entre guillemets. Et donc, dès qu'il y a un mouvement qui est en train de naître, il est évident que soit on va sur place, soit on envoie quelqu'un pour voir ce qu'il en est. Et la plupart de tous ces groupes, moi j'en vois un ou deux qui ont résisté, plus ceux qui sont très officiels, où ils travaillent comme des fous, donc c'est pas la nef des fous d'ailleurs je crois, et puis voilà, un autre aussi qui est très célèbre, voilà. Mais les gens ne se supportent pas, ça c'est un problème qu'on a donc très bien vu à Ibiza, puisque c'est le microcosme, donc c'est ça qui est intéressant. Il suffit d'étudier la décadence de Ibiza pour voir la décadence de la planète entière, y compris des États-Unis, où tous les grands rassemblements qui étaient des merveilles, je pense au rassemblement Rainbow en particulier, une fois par an aux États-Unis, se regroupent. Voilà, on était 50 000 personnes, et 50 000 personnes qui n'ont à la bouche que I love you, I love you. Donc, très bien, c'était une merveille, Et alors de l'entraide, les gens apportaient des tonnes alors pour être exact, plus que des kilos, des cinquantaines, des centaines de kilos d'oranges, de melons, et les donnait. On nous a apporté une batterie de cuisine parce que pour faire sur notre feu, faire cuire quelque chose. Parce qu'il n'y avait pas de mentalisation d'autre chose que soyons ici maintenant heureux. Voyez. Et là, Ibiza était comme cela jusqu'en 90. Tous les soirs, on allait sur une plage très célèbre, Beniras, mais tellement célèbre maintenant, elle est sur tous les guides. Et alors là, tout le monde dansait. Quand on revoit les films qui sont sur YouTube d'ailleurs, où tout le monde était tout nu, tout le monde dansait, c'était une atmosphère extraordinaire à la tombée du soleil. Et il y avait le moment de silence devant le soleil qui se couchait. Maintenant, les Espagnols touristes arrivent avec leur dinette. Ils mettent un tissu par terre, il y a tous les enfants, et puis ils assistent à 5 pauvres pseudo-hippies qui font semblant d'être en transe, et personne ne danse, mais c'est la routine. Qu'est-ce qui est arrivé avec le Rainbow Gathering, vous étiez en train de dire? Le Rainbow Gathering, pareil, il y a eu la décadence, c'est-à-dire que la même chose pour un autre grand rassemblement qui s'appelle le Burning Man, qui est de la même... mais beaucoup d'autres groupements aussi, comme cela, en Angleterre, etc. C'est-à-dire qu'il y a un moment, les gens viennent pour visiter. Et ils ne viennent plus avec l'envie de partager le bonheur d'être ensemble dans un lieu. Le bonheur de vivre avec toi, il y a une chanson comme ça. Et puis il y a aussi une chanson, je l'ai même apportée, soit la chanson des Rainbow, qui fait que... alors je vais prendre cela comme d'une part pour le Rainbow, puisque vous en parlez, mais je vais en prendre en parallèle ce qui s'est passé à Paris dans les années 73 à peu près, 14, dans un café bien spécial qui s'appelle le café qui est dans la rue de Seine. La palette, rue de Seine. Alors là, c'était le rassemblement de tous les gens qui étaient, je dirais, alternatifs, mais sans même mettre ce mot. Ils lisaient les philosophes célèbres à l'époque dans le côté pré-New Age. Et tout le monde se parlait, tout le monde était heureux de communiquer, de dire « Ah, moi je suis en train de lire Khalil Gibran, ah c'est bien, nanana ». Après ça se terminait d'ailleurs souvent de façon très très intime ailleurs. Et puis petit à petit, on a vu arriver des gens, des touristes aussi. Le patron a trouvé que on n'était pas des gens qui payaient suffisamment, donc c'est devenu abominable. C'est sur Internet, je ne dis pas de méchanceté contre... il suffit de taper ça et on voit, alors à ce moment-là, ça a été la décadence complète. Alors, je repars sur Ibiza, ça a été pareil, que ça soit Ibiza, que ça soit les rassemblements Rainbow, etc. À un moment, il y a eu tellement de visiteurs qui ne venaient que pour profiter. On les appelle d'ailleurs, dans les Rainbow, ils s'appellent des Drainbow, ou des Drainboo. Alors ils arrivent avec des chiens,
ce qui est absolument interdit pour des raisons d'hygiène. Tout de même, les rassemblements Rainbow datent de 72, et depuis 72, ils ont tout de même vu ce qu'il fallait faire pour vivre sainement. Quand vous avez 50 000 personnes à qui il faut donner à manger, puisqu'on mange en communautaire, donc tout le monde mange dans un cercle, et donc il fallait faire attention à l'hygiène, parce que là, très vite, il y avait des épidémies, donc il ne fallait pas que des animaux se promènent, il ne fallait pas que les animaux attaquent les enfants. Et maintenant, on vous dit « Oh, mais les chiens, c'est naturel, comment ?» Et ça, là aussi, sur tous les forums, ces temps-ci, « Ah, mais vous comprenez, si on ne peut pas vivre avec la nature, avec nos animaux, etc., il n'y a pas moyen de leur faire comprendre que, dans la plupart des cas, que les animaux amènent des détritus et amènent la pollution et amènent des problèmes avec les enfants, etc. Et les drogues, idem. No drugs, no dogs, no drugs, no trade, disaient les Rainbow depuis le début, c'est-à-dire... Firearms, no alcohol. Ah ben non, on n'en parlait même pas à cette époque. Mais à l'époque, ça m'avait frappé. Ils disaient pas d'armes à feu et pas d'alcool. Non, ça c'était plus tard. Parce que les armes à feu, on n'en parlait même pas dans les premières années. Mais même les premières années, il y a 10 ans, 15 ans de ça. C'est simplement pas de chiens, pas de drogue et pas de commerce. Ah oui. Et là, tout marchait très bien. Et puis, lorsqu'on est allé une fois dans un rassemblement Rainbow en Hollande, ça y est, ils commençaient à vendre des vêtements. Les chiens sont arrivés, la drogue est arrivée. Et donc, il n'y a plus de contact réel puisqu'on a des gens qui sont drogués. J'ai rien contre les drogues, chacun vit son trip. Mais on ne peut pas avoir de contacts normaux avec des gens qui ne sont pas normaux. Voyez, qu'ils fassent. Voilà. D'ailleurs, il y avait un bon système aux États-Unis pour éviter justement de rejeter les gens qui prenaient des drogues ou qui étaient des alcooliques. Il y avait le camp A, camp pour les alcooliques. Et donc, ce camp était juste à l'entrée. Et on leur donnait la possibilité d'arrêter pour pouvoir rentrer, pour voir comme c'était merveilleux parmi les vrais Rainbow. Puis ça s'est arrêté comme beaucoup de choses. Il y avait aussi un moment de silence en remerciement à la nature, etc. Très, très, très New Age. Et maintenant, c'est impossible de le faire parce que personne il y avait un home le 4 juillet. Oui, exactement. Une demi-heure, des centaines de personnes. Et le silence juste avant. Mais vous pensez bien, on vous dit, mais je vois pas pourquoi on ferait comme les anciens. Voyez, et donc, on fait n'importe quoi et ça dégénère. Et toutes les communautés en France que je connais, que j'ai connues, ont dégénéré comme ça. Il en reste une dans le sud de la France, où ils sont 3, c'est tout. Et par contre, les gens passent, mais personne ne s'arrête. Peut-être aussi parce que ce n'est plus dans l'esprit. Vous voyez, le monde meilleur, on s'aperçoit que ce n'est pas, comme vous l'aviez dit, dès que les gens se mettent ensemble, ils voient au bout de quelques mois qu'il y a toujours les problèmes monétaires en général, problèmes de jalousie, problème des égo-tripes parce qu'il y en a un qui veut diriger et les autres ne veulent pas être dirigés. Mais si personne ne dirige, ça ne fonctionne pas non plus parce que quand il faut faire face déjà à l'environnement, parce que c'est très très mal perçu en France. Dès qu'on fait un groupe quelque part, il y a automatiquement, là ces jours-ci, c'est ce qui arrive à tout un groupe de personnes qui avaient un très très joli lieu et on les oblige à mettre ce lieu aux normes sécuritaires et les pauvres, c'est pas possible, ça serait des millions et des millions, ils ne peuvent pas se le permettre, donc ils sont obligés de partir. On n'aime pas tellement les groupements. Et alors, en même temps, si on prend cela, vous voyez, je disais au début que le monde, il est parfait. Cosmos, c'est l'ordre. Ce qui fait que lorsque tous ces groupes ne peuvent plus tenir, ils peuvent se poser la question, mais est-ce qu'on est dans le juste en faisant cela ? Et en fait, beaucoup de groupes étaient un peu des wombs, des matrices où les gens se sentaient tellement dans le cocon maternel qu'ils s'endormaient. Donc c'est peut-être pas très bon non plus de vivre en communauté. Et en même temps, vivre en solitude, puisqu'on est dans une radio comme ça, à l'époque, que vous avez connu aussi, des radios pirates, où on s'apercevait que la plupart beaucoup de gens à Paris, à cette époque, étaient derrière leur radio, avec leur téléphone, et vivaient en vase clos, complètement schizoïdes, parce qu'ils n'avaient pas la capacité d'avoir des contacts humains. Et les radios ont été une merveille pour ça, comme Internet, comme toutes les radios maintenant. Alors nous sommes en présence de Emmanuel-Yves Monin, l'auteur de nombreux ouvrages, dont Chez les bâtisseurs d'utopie, que vous avez écrit d'ailleurs comme une lettre. C'est ça ?
Ah bon? Ah non. J'ai cru que c'était une lettre à une... Ah non, ça c'est le livre de George Sand. On a écrit une lettre à George Sand. On a étudié tout, parce qu'elle était aussi parmi les premiers à avoir compris qu'il fallait sortir de son nombrilisme et à vivre, non pas dans un monde meilleur, mais dans le monde normal. Vous voyez, je crois qu'il faudrait supprimer cette notion de monde meilleur et mettre au contraire dans le côté négatif, c'est le monde délirant. Et ce que les... Oui, page 23, chère correspondante, c'est un ensemble de lettres. Ah non, ça c'était la... Ah oui, non, ça c'est une lettre, voilà, une personne qui était là. Oui. Non, d'accord, vous avez raison. Et au cours du texte, vous disiez finalement cette lettre presque imaginaire, semble-t-il. Non, elle pourrait durer tout un livre, ça pourrait faire tout un livre. Voilà. Alors, je me suis dit... Non, mais vous avez raison, je ne me souvenais pas. Oui, c'était une personne qui était là-bas, qu'on a retrouvée par la suite. Elle est rentrée, vous parliez de communauté religieuse, spirituelle, elle est rentrée chez les Hare Krishna par la suite, après avoir vécu dans cette communauté, une autre communauté qu'on avait aussi dans le Queensland. Voilà. Très bien, donc on va faire peut-être notre première pause musicale. Eh bien oui, l'un ou l'autre de ces deux morceaux qu'on vous a sortis. Voilà, ça c'est le morceau fait par justement des Rainbow, ça tombe bien, qui montre que comment être ensemble sans avoir de problème, la solution c'est de ne pas parler, de ne pas faire de politique, etc., de vivre ici et maintenant en chantant, en dansant, ça suffit. À tout de suite. So keep on moving towards your perfection. You are living the right direction. Keep on moving towards your perfection. You are living the right direction. And there's a spirit bringing people together. Music is the key. And music is the key. Yes, there's a spirit bringing people together. Music is the key, and music is the key. And there's a spirit bringing people together. And music is the key. And music is the key. Yes, there's a spirit bringing people together. Music is the key. Music is the key. So open up your mind, it's present time. It's present time. Open up your mind. Keep on living the good life you're living.
keep on giving the love you're giving. And there's a spirit bringing people together. Music is the key, and music is the key. Yes, there's a spirit bringing people together. Music is the key, and music is the key. And there's a spirit bringing people together. Music is the key, and music is the key. Yes, there's a spirit bringing people together. Music is the key, and music is the key. Yes, there's a spirit bringing people together. Music is the key, and music is the key. Yes, there's a spirit bringing people together. Music is the key, and music is the key. Music is the key. Music is the key. Lumière pour éclairer le chemin vers un monde meilleur, avec un extrait d'un album Rainbow Spirit qui est libre de droit. La chanson There's a Spirit Bringing People Together, Music is the Key. Il y a un esprit qui rassemble les gens, la musique est la clé. En présence aujourd'hui de Emmanuel Yves Monin, qui nous amène notamment ses musiques. Donc, vous disiez que de nombreuses personnes sont très heureuses comme elles sont. Ah joyeuses. oui, même le Borracho, le monsieur qui est toujours sous au café de Ibiza à San Carlos, au café d'Anita, où à la grande époque, il y avait même le batteur des Doors, etc. C'était le haut lieu de tous les hippies. Et ben lui, il venait, il est mort je crois l'an dernier, il venait, il était très heureux de boire, et puis de regarder les gens qui passaient. Voilà, chacun trouve son bonheur là où il le peut. Et Cela dit, donc, de nombreuses personnes sont insatisfaites, isolées, tristes, déprimées. Alors, il y en a, oui, il faut tout de même être objectif. Oui, alors, le point, c'est que beaucoup de ces personnes qui sont déprimées, etc., ne le disent pas. Et pour revenir à Ibiza, que je prends, je répète, comme microcosme, mais on peut faire ça partout, parler de Findorn, de toutes les communautés, même les communautés en Australie qui continuent, on sent qu'il leur manque quelque chose. Ils n'ont pas le bonheur parfait, puisqu'il y a des problèmes automatiquement familiaux, des problèmes de santé. Parce qu'en fait, quels seraient les éléments d'un monde meilleur, Oui. Voilà. Sur le plan très très terre à terre, puisque comme j'ai dû le mettre dans un livre qui s'appelle la dodécalogie, voilà celui-là, l'univers en code-barre. L'univers en code-barre, le monde meilleur sur le plan très terre à terre, très physique. Déjà quand on a la santé, c'est la phrase habituelle. Ah, quand on a la santé. Et la santé, même avec de l'argent, on l'a pas automatiquement. C'est pour ça qu'après, ceux qui vont vivre en tentative autonome de se faire un monde meilleur vont essayer de vivre plus sainement. Ensuite, en général, on désire avoir les éléments de base, c'est-à-dire, comme on a dit tout à l'heure, avoir un toit, des vêtements, de l'argent pour manger, etc. Et même avec cela, on voit beaucoup de gens, je vois aussi à Ibiza, pour revenir à cela, des gens sur les yachts ne sont pas heureux. Ils se payent des prostituées toute la journée, je pense à des cas très précis, parce que
les prostituées on a même sur les journaux tous les jours, il y a même des adresses de cela. En Espagne, c'est un côté très, très ouvert. Et ils ne sont pas heureux parce qu'ils n'ont pas de but dans leur existence non plus. Lorsqu'on n'a pas une raison d'être, et il est évident qu'on se sent un petit peu perdu. Hein. Hors antenne, tout à l'heure, on parlait de tous les gens qui sont en train de se suicider maintenant. Hein, cette pauvre jeune fille, c'est une élève à 12 ans qui se pend. Là, le monsieur aux commandes parlait d'un de ses amis qui s'est jeté dans le vide aussi. Oui, voilà, hein, il y a beaucoup de paysans se suicident, etc. Parce que, alors là, c'est pas la santé, il leur manque l'argent pour pouvoir continuer je dirais, à survivre. Hein, ils se sont endettés en achetant des tas voilà, tout le monde connaît ça. Maintenant, c'est très connu. Le fait de ne pas avoir un emploi, ce qui a amené tout un tas de paysans, surtout, à partir en Amérique dans les années avant, et à fonder des colonies, des communautés en 1850 aux États-Unis. C'était les États-Unis à cette époque, les communautés fleurissaient partout. Hein, et il y en avait une en particulier, la communauté Ferrer, qui était devenue le grand lieu pour essayer par la culture, par les enfants, par l'éducation, une éducation presque à la méthode Montessori de maintenant, et de réanimer un côté intellectuel et un côté vivant et un côté heureux de vivre en Amérique. C'était en général beaucoup de Russes qui étaient là-bas, beaucoup de Juifs qui étaient émigrés, et les Américains de souche ne participaient pas tellement au début, hein, d'après ce que l'on peut voir dans les contextes. Et toutes ces communautés qui avaient été bien mises au point en France mentalement par des Fourier et compagnie, c'est là-bas aux États-Unis qu'ils les construisaient. Ça arrive souvent, les Français parlent beaucoup, font... Comme vous disiez tout à l'heure, on le voit sur les forums encore, on va préparer une communauté. Il nous manque plus qu'à trouver un lieu. Ah, mais on a un lieu, mais on n'a pas d'argent. Et puis maintenant, on a l'argent, hein, celle qui se passe là-bas, d'un côté de Lyon ces temps-ci. Ils ont l'argent, ils ont le lieu. Ah ben, il nous faut encore 3 familles. Mais qui va aller vivre vous voyez, on pouvait à une certaine époque aller vivre dans un certain lieu donné, parce qu'il y avait du travail. Maintenant, c'est dans le sens contraire, c'est-à-dire que beaucoup de personnes, pour pouvoir travailler, sont obligées d'aller même à l'étranger, etc. Donc on n'a plus le même système pour faire des communautés. Hein. La grande époque communautaire, on n'avait pas de problème d'argent. Soit parce qu'il suffisait de travailler un certain temps. En Australie, on travaillait 1 mois, et on pouvait vivre pendant les 11 autres mois. Donc c'était extraordinaire. Et le fait qu'on puisse travailler simplement pendant 1 mois faisait qu'il n'y avait jamais de unemployment. Il y avait toujours du travail, puisqu'on laissait le métier qu'on avait, on le laissait à un autre qui allait vivre un mois de travail pour ensuite, etc. Ça existe encore un peu, hein, quand on voit le nombre de demandes d'employés qu'à l'Australie, c'est assez phénoménal. Il n'y a pas de problème pour cela. Et on vit tout de même dans des lieux chauds, on vit plus facilement avec moins de frais qu'en France. On avait froid dans les communautés, même du sud dans les Pyrénées-Orientales, même si c'est un microclimat où il y a une certaine des communautés qui fonctionne, comme j'ai dit, qui fonctionne encore, avec très peu de monde, mais il y a des problèmes sur le plan très matériel. Hein. Donc pour revenir, le monde parfait qui devrait être pour tout le monde, c'est-à-dire ce que la Suisse vient d'édicter, et nous, quand on nous a demandé de faire de la politique à un certain moment, on avait pensé à cette même solution, c'est-à-dire un salaire minimum qui est donné à tout le monde. Et juste le minimum, salaire minimum, qui vous permet d'avoir une chambre et des vêtements. Et si vous voulez plus que cela, eh ben, vous allez travailler. Ça éviterait tout de même le chômage, peut-être. Hein. Et la Suisse vient de faire ça. J'ai vu ça sur Internet hier, je crois, ou avant-hier. Hein. Donc ça, c'est le minimum de base. Hein, voilà. Dans toute la Suisse, tous les citoyens maintenant ont un revenu minimum citoyen. Apparemment. Hein, là, il faudrait consulter
on m'a envoyé cela, je dis hier, et c'est une bonne solution. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne solution sur un autre plan? Parce que ça va donner une liberté réelle à tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a plus l'emprise sur les... on ne peut plus dicter des lois de conduite, je dirais, pour des gens qui vont à ce moment-là, étant libres, vont s'associer. Hein, les communautés ont très mauvaise presse en France. Même, je crois, dans les années 90, courait le bruit que l'on voulait supprimer les associations de 1901. Parce que ça fait peur de voir des groupes ensemble. Regardez ce qui se passe maintenant dans certains groupes qui sont prêts à tout de même flanquer la pagaille sur la France. Hein. Donc, vous pensez à quoi, là? L'islam radical, etc. Ah, oui. Voilà. Hein, donc, les associations, mais des associations qui, à tort ou à raison, je répète, je ne prends pas parti, à tort ou à raison, elles veulent changer le monde. Elles veulent changer les lois, elles veulent changer la façon de vivre, elles veulent changer l'orthographe. Dans leur sens, vont, oui. Voilà, oui. Hein, et ça, on l'a vu. Alors, c'est en cela que... Là, elles veulent imposer aux autres, en fait, leur façon oui, de leur voir les façon, choses. oui. On ne va plus dire les hommes et les femmes, on va dire la loi du genre, il n'y aura plus. Hein. Pour ça, je disais, ce qui serait bien, tout de même, depuis tant d'années, que tout un tas de mots masculins ont pris le dessus, il faudrait peut-être que ça change. La même chose pour les mots féminins, il faudrait que ça change. Donc désormais, on va plus dire la table, on va dire le table, on va dire le bouteille, on va dire la livre. Et au moins, on va redonner... vous voyez, ça devient de la stupidité. Mais quand on voit les livres de classe maintenant qui commencent à faire sur ce sujet-là, voilà, c'est un autre sujet. Si on revient à notre monde parfait, c'est-à-dire un monde normal, en plus de l'emploi et de... d'ailleurs, c'est comme ça, je crois, on a déclaré que l'Australie c'était hier l'OCDE. Voilà. L'OCDE a déclaré que le meilleur des pays, c'était l'Australie. La France est... Pour la qualité de vie, hein, c'est ça. Voilà, voilà. Et alors, les catégories qui sont données, habitation, revenus, travail, esprit de communauté, éducation, environnement, engagement civique, santé, sécurité, équilibre entre vie professionnelle et temps libre. Alors c'est vrai que c'est un pays qui a de l'argent, voilà, hein, c'est un pays qui a de l'argent, donc et il est normal, il n'y a pas de problème, lorsqu'on a travaillé, on va profiter, ils profitent intégralement de leur argent souvent, c'est-à-dire qu'ils gagnent une certaine somme dans la journée et ils vont la dépenser intégralement avec leurs amis dans l'après-midi. Enfin, c'est ce qu'on a vu à Sainte-Gilda encore la dernière fois qu'on y était. Donc c'est un paradis, puisqu'il n'y a pas de gens pauvres, puisque déjà, lorsqu'on était dans cette communauté que j'avais cofondée dans le Nord, on n'a jamais dépensé 1 centime pour la nourriture, parce qu'il y avait les fruits sauvages qui existent encore, on peut aller manger des mangues, on s'est nourri de mangues pendant des mois et des mois, le pâtissier ou le boulanger du coin nous donnait les suppléments de ce qu'il n'avait pas réussi à vendre, même en plein Melbourne, il nous donnait tous les gâteaux qu'il n'avait pas pu vendre, la pâtisserie française, etc. Donc il n'y a pas de problème sur ça. Je ne veux pas généraliser, hein, il y a certainement des gens qui n'ont pas d'argent, mais il y a une certaine entraide parce qu'il y a ce côté communautaire, soit anglo-saxon, soit local. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'émigrés grecs. Hein, lorsque j'étais dans les années 70, il y avait beaucoup de Grecs, et donc ils vivent ensemble et ils s'entraident, comme les Chinois s'entraident, comme tous les peuples s'entraident, et je suis obligé de dire, sauf les Français, ouais. Parce que les Français à Melbourne et à Sydney étaient vraiment infects les uns avec les autres. C'était à celui qui tirerait dans les pattes de l'autre, qui, allant chez vous, prenait le téléphone et appelait la France sans vous le dire, pour vous faire payer la note. Vraiment, et hier ou aujourd'hui, le gouvernement, l'ambassadeur de France en Australie a dit qu'il avait honte des Français qui venaient, parce que je crois que ça s'appelle maintenant French Shopping. French Shopping, c'est tous les Français qui vont se servir dans les magasins, qui vont voler.
Ah. Et il dit, c'est tout de même terrible, vous allez changer complètement l'atmosphère de ce pays qui fonctionne sur la confiance. Hein. On allait quand on s'est inscrit à la BNP là-bas, on ne nous a même pas demandé le moindre papier. On a donné notre nom, etc. Mais déjà à l'époque, certains Français prenaient les diplômes de quelqu'un, ils mettaient leur nom dessus, ils faisaient une photocopie et ils étaient engagés comme cela. C'est vrai que ça ne résistait pas automatiquement parce que l'anglo-saxon, l'américain, etc., ils jugent non pas au diplôme, mais ils jugent à la capacité que vous avez dans le métier. Voilà. Donc, c'était un paradis, et vous voyez, petit à petit, tout ça est sapé par certains qui ne veulent pas vivre heureux. Vous voyez, tout simplement, vivre heureux, c'est-à-dire vivre avec ses propres capacités, sans attendre le soutien, sans faire de bouc émissérisme, je dirais, sans taper sur les autres. Regardez tous les groupes. Ça, on va peut-être étudier après tous ces groupes qui permettent de s'en sortir un petit peu, hein, que ce soit la politique, que ce soit, etc. Mais déjà, on termine peut-être pour ces bases pour être simplement, je ne vais même pas dire heureux, mais sans trop de problèmes, avec des amis. Hein, puisque ça aussi, le problème relationnel, hein, avoir des amis autour de soi. Regardez la souffrance et la solitude, même maintenant, alors qu'on a des tas de moyens, parce que personne ne se supporte, puisque chacun, et c'est très bien dans un sens, le français est très individualiste, très critique. L'australien, pas du tout. Il n'en a rien à faire, il ne discute pas. No worries, I've no brain left. Je n'ai pas de cerveau suffisant pour comprendre ce que tu me dis. Et donc, là, c'est une caricature, mais c'est vrai. Hein, ce que je dis, quand il n'y a pas de conflits verbaux, c'est tout de même beaucoup plus paradisiaque. Alors qu'en France, tout de suite, et à juste titre, on va dire non, c'est tout de même peut-être pas tout à fait ça. Voilà. Et avec juste raison. Mais il y a les deux systèmes. Soit on pinaille pour arriver à la vérité vraie, ou à une des vérités vraies, soit on laisse couler, tranquillo, comme disent les Espagnols. On n'a pas de discussion avec les Espagnols voilà. Mais eux, ils vivent relativement sainement, avec une communauté d'amis. Ça vole pas haut, mais au moins, ça ne se tape pas. Je caricature aussi parce que c'est tout de même un pays où le machisme est très fort. Et Lao Tzu, dans le Tao Te Ching, disait ça. Oui. Hein. Il disait des choses très semblables, c'est-à-dire simplement avoir le ventre plein. Bien sûr. Ne pas chercher midi à 14h. Voilà, les nécessités de base. Hein. Alors, je relis un peu cette étude de l'OCDE pour rappeler ça. Chaque année, l'OCDE analyse ses 34 pays membres en fonction de 11 catégories pour réaliser son index pour une meilleure vie. Les 11 catégories sont habitation, revenus, travail, esprit de communauté, éducation, environnement, engagement civique, santé, bonheur, sécurité et équilibre entre vie professionnelle et temps libre. Toutes ces catégories sont passées au crible et évaluées. Mieux elles sont notées et plus les notes sont resserrées entre les divers domaines, meilleure est estimée la qualité de vie. Et donc, en 2012, c'est ça, c'est l'Australie qui est arrivée en première place. 2013. 2013. Oui, apparemment, c'est ça. Hein. Voilà. Alors, bien entendu, certains vont critiquer en bon français, les paramètres qui sont utilisés. Mais il est évident que lorsque l'on va là-bas, on n'a pas les problèmes angoissants déjà du travail. Hein. Il y a tous ces paramètres sur lesquels des paramètres inconnus. Et c'est en cela que même dans le plus beau des paradis, on ne sait pas ce qui peut se passer. Dans le Queensland, qui est le lieu où j'avais plusieurs communautés. Cofondé une communauté. Là. Zen Colony. La Zen Colony, pendant des années, ils ont eu la sécheresse. Or, ils vendaient du riz, ils cultivaient du riz, le célèbre Sunrise, je crois, qui était vraiment mondialement connu. Sécheresse pendant 5 ans. Et donc, les paysans ont quitté le lieu. Et ça, c'était un paramètre sur lequel on ne peut rien. Et lorsqu'ils ont quitté le lieu, ça a été au contraire les inondations. Et là, ça fait 2 ans, je crois, tout était inondé. Là, on me dit aussi que tout est encore très, très humide. Voilà. Le paradis, même si on arrive à vivre normalement et relativement bien, il y a toujours les obstacles qui peuvent arriver, soit la maladie, qui peut aussi arriver comme ça, soit des conflits dans le pays,
des guerres, voilà, soit des invasions de touristes, comme on a dit, soit pour soi-même différents problèmes affectifs, etc. Beaucoup de gens qu'on rencontre à l'étranger sont partis parce qu'ils avaient trop de problèmes affectifs, des séparations, etc. Voilà. Vous vouliez parler aussi de la spiritualité. Est-ce que c'est plutôt une solution, un problème dans ces groupes? Alors là, c'est intéressant, c'est-à-dire les possibilités que l'on a d'améliorer son monde, très, très basique, c'est soit la politique, soit la religion, soit la spiritualité, je fais la distinction, soit la normalisation. La normalisation qui vous fait dire, eh bien, pour être heureux, il faut travailler. Écoutez, mais j'en suis pas sûr qu'il faille travailler. Il y a aussi, et je le vois dans certains cas, des gens qui ont beaucoup d'argent et qui sont contents d'avoir des amis, d'avoir un ami ou une amie. Ils ont une raison de travailler, c'est-à-dire qu'ils vont entretenir cette personne. Pourquoi pas? Le travail, très bien, le travail s'il est l'amour rendu visible, disait Khalil Gibran. Oui, voilà. Alors bien sûr, et ça c'est une chose qui permet d'être heureux, d'avoir un enthousiasme pour quelque chose, mais même la pêche à la ligne. Chacun trouve son dada. L'essentiel c'est d'être auto-dynamisé. Et non pas, c'est le mot assistana que je voulais utiliser tout à l'heure. Vous voyez, il y a trop de gens qui comptent sur autrui, et par conséquent, comme autrui n'est pas productif tout le temps, alors ils vont taper dessus en disant c'est pas bien, c'est pas bien. Et là, puisque on parle vous avez parlé de la religion, on va commencer par la religion. Dès qu'il y a un groupe païen, en France en particulier, dans d'autres pays, mais je laisse... là, je parle que de l'Europe ou des États-Unis. Quoi qu'aux États-Unis, ça peut être aussi très, très rude. Mais en général, la chrétienté va lutter contre tous les groupes qui ne croient pas comme eux. J'ai même un curé fou qui est très, très célèbre qui m'a accusé de dire qu'il fallait aller au-delà du bien et du mal. Il ne savait même pas que Nietzsche l'avait dit bien avant moi. Et c'est un fou qui courait après des gens avec la croix là-bas dans le sud de la France. Il y a toute une bande d'imbéciles comme cela groupés en France, qui sont groupés avec d'autres groupes très célèbres aussi, et qui font des chasses aux sorcières. Dès qu'il y a 3 personnes, il ferait mieux de s'occuper des petits groupes qui sont en train de faire la une maintenant de la presse. Ce qui s'est passé récemment, qui est un peu différent, c'est un prêtre qui a été excommunié parce qu'il était aussi franc-maçon. C'est tout récent. Ah, mais ils sont ensemble. J'ai assisté à la réunion d'un groupe anti-secte qui était avec des curés et qui se passait à Paris, dans le centre de la franc-maçonnerie. Et voilà, parce que chacun défend... Là, c'est une querelle entre l'Église catholique et la franc-maçonnerie. Mais il y a les querelles entre les francs-maçons et les francs-maçons, il y a les querelles partout. C'est-à-dire que c'est ça qui est incroyable, parce que là aussi, ce sont des communautés. Voyez, et dans ces communautés, ils ne s'entendent pas non plus, parce que chacun, je connais bien le milieu, je ne suis pas franc-maçon, je connais bien ce milieu tout de même. On voit sur le plan intellectuel qu'ils opposent des théories qui ne sont souvent pas, qui ne sont pas sérieuses, entre guillemets, qui ne sont pas attestées, au moins, je dirais, par une simple logique. Mais on a ça dans tous les groupes. On a ça chez les laïcs aussi, qui vont descendre. Écoutez, la dernière, liberté, égalité, fraternité, de mettre ça sur une école. La première chose, et personne n'a réalisé, mais la liberté, alors si on prend ce mot dans le vrai sens, mais le fait de rendre l'école obligatoire, d'enfermer des enfants, c'est pour ça qu'il y en a tellement qui soit se suicident, soit qui vont mettre le feu là, mais écoutez, la liberté, d'abord c'est une tarte à la crème stupide. Lorsqu'il y avait une conférence à Paris il y a pas mal d'années avec les Hare Krishna, et quelqu'un, le directeur des Hare Krishna disait « Moi je suis libre », et quelqu'un dans la salle lui a dit si vous êtes libre, alors lévitez. Vous êtes libre aussi de la loi de l'attraction terrestre. Et en fait, le résultat réel, c'est que le lendemain, il est parti en emportant la caisse. C'était très connu. Ça s'est passé à Paris il y a quelques années. Voilà. Très libre. Vous voyez, liberté, égalité dans une école. L'école ne fonctionne pas sur le principe de l'égalité, puisque d'abord parce que les êtres sont différents, et puis parce qu'on va faire en sorte que chacun fasse mieux que l'autre. Ça ne permet pas la fraternité non plus. Donc, vous voyez, toutes ces règles, que ce soit dans quelque religion que ce soit... C'est des idéaux, c'est des très beaux idéaux. Mais c'est pas des idéaux... Oui, c'est des idéaux complètement délirants.
voyez, quand on revoit les idéaux les idéaux, on pourrait dire, de la chevalerie ancienne, hein, puisqu'on a fait beaucoup de livres sur le Moyen-Âge, là, c'était pas des idéaux de liberté. Hein, d'ailleurs, le mot, je ne sais même pas si ça existait, ce concept existait. C'était des valeurs, on pourrait dire, très païennes, comme celles, dit-on, puisque c'est les seuls mots, les rares mots qui ont été retenus de l'époque des druides par Cicéron, je ne sais pas, il fallait être fort, honorer les dieux, quand on sait ce que veut dire honorer les dieux chez les païens, c'est-à-dire vivre avec les potentialités qui sont à l'intérieur de soi, des pulsions ontologiques véritables de tout être humain, être fort et ne rien faire de mal. C'est pas tout à fait la traduction, la bonne traduction, je l'ai mise dans un article il n'y a pas longtemps. Mais déjà cela, voilà. Ça, c'est des vraies valeurs. C'est pas liberté. Saint-Exupéry dit libre de n'être rien. Voyez, parce que très bien la liberté, hein, il y a une chanson aussi comme cela, l'autre là, je rêve d'avoir la science infuse. On veut être libre, dans une chanson que j'ai vue sur internet, être ivre de joie, vivre ici ou là, et je jacte pour un monde meilleur, la vie est laide, un peu moins de frayeur, d'horreur, plus de joie et de courage. Bon, d'accord, et comment ? Quand vous voyez tout un tas de gens qui parlent comme cela, et dans la vie de tous les jours, ils sont toujours en train de vous engueuler. Regardez, Paris maintenant, c'est le grand choc de tous les étrangers quand ils arrivent. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe ? Paris, tout le monde est habillé en noir. Ouais. Et c'est impressionnant dans le métro. Ce qui fait que si vous n'êtes pas habillé en noir, on se demande même si on ne va pas se faire agresser. Et quand vous parlez aux gens, ils disent, ah oui, moi j'aime bien les couleurs. Ah mais ce matin, je ne sentais pas. Voyez, et on arrive, je ne veux pas dire que les vêtements colorés, bien que ce soit absolument dans tous les textes sur les utopies, c'était déjà une des caractéristiques. On s'habille comme on s'estime, dit je ne sais qui. Et alors, est-ce qu'on va envelopper un bijou dans un morceau de papier journal ou est-ce que voilà, hein. Donc le fait d'être rayonnant, alors c'est vrai que quand on est dans les pays chauds, c'est plus facile, hein, avec les chemises Tahiti, etc. Mais en même temps, ils ont ce côté, les anglo-saxons, où ils rigolent, c'est-à-dire qu'ils se déguisent, et ils sont, voilà. Il y a un problème d'heure. Ben voilà, mais ça c'est Paris. C'est Paris. Et ça s'est fait depuis quelques années. Et c'est vraiment... Alors c'est très intéressant, mais on ne va pas rentrer dans le détail comment c'est arrivé. Mais ça aide à avoir ce sentiment de morosité. Hein. Ah oui. Nous, on va parfois simplement... Je connais beaucoup de gens qui vont au marché de Cluny, en Saône-et-Loire. Ils descendent de Paris jusqu'au marché uniquement pour voir des artisans qui sont habillés au moins de manière joyeuse. Et puis, il est évident, le marché de Camden en Angleterre. Alors là, une bouffée hein, vous voyez des gens qui sont souriants. Le français fait la gueule et ça se comprend. Et après, c'est un cercle vicieux. Et plus on fait la gueule, plus... Hein, je vois dans les cafés, c'est très, très rare quand les gens se parlent maintenant, ce que l'on faisait beaucoup voilà. Et donc... oui, donc pour lui, la vie est laide, donc voilà, n'en parlons plus. Alors, on revient, l'aide des religions, vous voyez, parce que là, je prenais la religion laïque ou la religion chrétienne, même la religion bouddhiste, qui n'est pas une religion, c'est une philosophie. Mais quand on voit, il y a eu même des critiques sur le fameux bouddhiste dernièrement, c'est facile d'être dans son pseudo, je ne vais pas dire nirvana, parce que ce n'est pas le mot, dans sa pseudo-sagesse où on ne parle à personne. Comme vous disiez tout à l'heure, il faut les mettre sur la place publique, habillés normalement, et en leur disant, et voilà, et maintenant, et moi je les mets surtout dans une fête, parce que dans une fête, hein, on voit bien ça à Paris, oh je suis désolé, mais il me faut un litre de vin avant de pouvoir être détendu. On a perdu la capacité d'être heureux. On utilise les fêtes, hein, il suffit d'aller voir les carnavals à Nice, etc., où tout le monde est en face et regarde les autres qui font qui n'y croient même pas souvent. Voilà. À Ibiza, pour revenir à Ibiza, il n'y a pas de conflit pour cela. Il y a les gens qui sont religieux. Il y a, ces temps-ci, puisque c'était la Semaine Sainte, il y avait les défilés avec les gens encapuchados, avec c'est assez impressionnant de voir ça, avec leurs capuchons, voilà. Ils transportaient la Vierge, ou alors ils transportaient le Christ. Et à côté passaient des jeunes filles en bikini,
Il y a même, je crois que c'était sur le journal, il y en a même une qui avait les seins nus. Alors je ne sais pas si c'était à Ibiza ou à Barcelone, mais c'était mis sur le journal et personne n'en a fait un scandale. Vous voyez, de même que lorsque les hippies se sont installés à Ibiza, il n'y a pas eu de... Alors, les Espagnols, qui étaient très, très chrétiens, disaient « Mais c'est terrible, tous ces gens qui sont tout nus sur les plages. » Mais ils venaient regarder. Et un jour, il y en a un qui me dit ça, et je lui dis « Mais oui, mais pourquoi est-ce que lorsque on est né, Dieu ne nous a pas mis un caleçon ?» Et alors, ça l'a totalement désarçonné, et il a dit « Ah ben oui, c'est vrai, qu'est-ce qu'on est coincé ?» Voilà. Et donc, il y a aussi toutes ces endoctrinements qui sont donnés par l'école aussi, par l'école, par la famille, par les médias, qui fait qu'on doit vivre d'une certaine manière, qui n'est pas une manière naturelle, qui n'est pas une manière normale, qui est une manière qui est pénible et qui rend malheureux. L'obsession... Vous voyez l'importance de la liberté, alors? Non, pas la liberté, parce que la liberté d'être quoi? Vous voyez? Non, mais la liberté d'être nu, par exemple. Non, on ne peut pas dire ça, parce que, non. De même que vous n'allez pas faire du patin roulette dans Notre-Dame, il y a des règles du vivre ensemble, du bien vivre ensemble, hein, oui. Depuis Montaigne ou je sais pas, voilà, oui. Qui est un certain bon sens, une certaine logique, voilà. En plus, tout nu sur les plages, ça peut se faire dans les milieux anglo-saxons, parce que les anglo-saxons ne vous voient pas en tant que nus. Le français, il va tout de suite voir, ah, il a de la cellulite, ah, il a gna 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 gna, alors que l'anglo-saxon, il s'en fiche, il ne voit pas, ou il fait semblant de ne pas voir. Hein, le côté hypocrite, hein, vous connaissez suffisamment la culture anglo-saxonne pour le savoir, mais très bien, un petit peu d'hypocrisie, de faire semblant que c'est mieux que de toujours se taper dessus. Alors, par contre, c'est pas la liberté qu'il faut opposer à une fausse culture, ça serait une véritable culture, comme faisaient beaucoup d'écoles dites parallèles pendant une certaine époque. Mais est-ce qu'elles étaient toujours justes? Vous voyez, ça aussi, hein, la justesse on pourrait dire une doctrine générale pour vivre ensemble de manière harmonieuse, je crois que c'est les Rainbow et les Australiens qui la pratiquent bien. C'est le mot qui est très célèbre, c'est... je reprends même autrement, par Rabelais, fais ce que voudras, mais à condition d'être bien élevé, bien éduqué, etc. Et si chacun est en conscience de l'impact qu'il a sur autrui, il va faire en sorte de ne pas heurter autrui pour ne pas, lui, en recevoir les conséquences. C'est ça, hein. C'est surtout... alors, on pourrait dire, pour reprendre ce que vous disiez avec ce mot libre, oui, vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez, mais assumez les conséquences. Et si vous voyez que vous ne voulez pas assumer les conséquences, eh bien, ne le faites pas. Et c'est peut-être ça, le système. Il est évident que si vous avez envie de tuer quelqu'un, vous dites, oh, il va y avoir des conséquences, donc je ne le fais pas. Mais vous ne le faites pas. Cette charité bien ordonnée, hein, commence par soi-même, c'est-à-dire pour protéger votre propre identité et par conséquent pour protéger votre propre monde parfait pour vous, qui est meilleur que le monde qui n'est pas celui que vous aimeriez. Par compassion, par résonance aussi, c'est-à-dire que la souffrance autour de soi nous fait souffrir nous. C'est-à-dire, et oui, donc comme on n'a pas envie de souffrir, parce que le bonheur, c'est pour soi. Oui. Hein, c'est pour ça, toute la philosophie des Grecs anciens, elle est parfaite. C'était très pragmatique. Si j'ai mal aux pieds, je change de chaussures. C'est tout. Alors que maintenant, j'ai mal aux pieds, je vais dire « Ah, il faut que j'aille voir celui qui m'a vendu les chaussures, il ne m'a pas vendu les bonnes chaussures », sans se dire « Mais moi, j'ai peut-être choisi les mauvaises, et puis pourquoi pas marcher pieds nus, etc. » Quand je marchais pieds nus dans certaines îles, dans un pays sous les cocotiers, j'étais le seul blanc à marcher pieds nus. Et je disais « Mais regardez, c'est extraordinaire, plus je marche, plus mes semelles s'épaississent, alors que vous, avec vos chaussures, plus vous marchez, plus vous avez à payer le cordonnier. » Mais c'était très mal accepté. Hein. Donc, il y a aussi la religion qui aide, mais la spiritualité qui est adjacente, hein, la spiritualité qui serait le travail
comme on parlait du bouddhisme tout à l'heure, travaille sur soi pour arriver à une certaine compréhension, ce qu'on appelle la sagesse en même temps, de l'impact que vous avez sur l'extérieur, qui vous est rendu en feedback, et donc on a tout intérêt à faire attention. Il y a la politique, qui est normalement aussi pour aider. À Ibiza, c'est merveilleusement, jusqu'en 60, peut-être 75, je ne sais pas, on n'entendait pas du tout parler de politique. Tout se passait, il devait certainement y avoir des partis politiques, etc. Mais il n'y avait aucun conflit. C'est une maladie mentale alors. Je pense qu'il y avait une mafia qui gérait tout ça. Ah oui, voilà, d'accord. comme dans certains pays, et les gens n'étaient pas mécontents tant qu'ils faisaient ce qu'on leur disait de faire et qui était peut-être très pragmatique, je ne sais pas. Et puis depuis, il y a les partis qui s'opposent, etc. Et c'est tout de même, certaines personnes ont voulu monter un hôtel. L'hôtel était tout fait et on n'a pas voulu leur mettre de l'eau parce qu'il n'était pas bien vu par la mafia. Et donc, voilà, et plusieurs choses comme cela, qu'on trouve aussi dans le sud, sur la frontière avec l'Espagne maintenant. Il y a tout de même tout cela. Parce qu'autrement, la politique est faite, déjà étymologiquement, pour gérer la société. Et donc, avec des lois qui seraient des lois permettant le bien-être de tout le monde. Ça, c'est pas... dans la vie, on n'a pas le droit d'avoir froid. Mais enfin, ça, c'est même une stupidité. On n'a pas le droit. Oui, mais bien sûr qu'on a le droit d'avoir froid. C'est pas là le sujet. Vous voyez. Et ça, c'est des stupidités qui sont mises dans les têtes. On n'a pas le droit. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit. Si j'ai envie d'avoir froid, j'ai bien le droit d'avoir froid. J'ai bien le droit d'avoir faim. Par contre, il n'est pas logique que je ne puisse pas me nourrir dans une société où il y a tout de même de l'argent. Voilà. Donc, de donner... Et quand on regarde beaucoup des soi-disant enseignements de la laïque ou chrétien, etc., on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas pour rendre une vie normale. Ça amène toujours des conflits. Il y a des conflits dès qu'on sépare un groupe qui pense comme ceci, un groupe qui pense cela. Alors les protestants étaient contre les chrétiens, en littérature, la nouvelle vague était contre les autres. Voilà, tout le monde... Voilà. Alors que les peuples heureux n'ont pas d'histoire. Voilà, c'est-à-dire que dans le rien, il n'y a pas de conflit. Et je répète, le mieux dans un groupe, c'est qu'il n'y ait pas de discussion, mais qu'il y ait le bon sens qui permette d'avoir de quoi s'abriter, manger, etc. Mais ça va plus loin parce que, ultimement, il y a un facteur auquel on pense toujours, c'est le fait qu'on va mourir un jour. Et là, le monde meilleur, c'est pas sur le plan terrestre, c'est pas le paradis terrestre qui suffit, paradis célestiel comme on dit au Moyen-Âge. Et alors là, rentre en compte sur les religions, sur les spiritualités, pour atteindre ce point où vous êtes au-delà du bien et du mal, contrairement à cet abruti de père, je ne vais pas donner son nom, mais tout le monde le connaît, c'est-à-dire dépasser le binaire de la Terre et d'être capable, comme dit aussi dans la philosophie grecque ancienne, d'être capable de s'ajuster à chaque instant. S'ajuster voulant dire soit essayer de changer les choses pour avoir son paradis, soit essayer de changer un petit peu l'autre, si on arrive à lui faire comprendre que, et soit aller ailleurs, comme on fait et comme font encore des tas de gens. Alors nous sommes avec Emmanuel-Yves Monin dans l'émission Lumière pour éclairer le chemin vers un monde meilleur. Emmanuel-Yves Monin qui nous parle d'un de ses très nombreux livres, le dernier qui s'appelle Chez les bâtisseurs d'utopie. Et nous faisons une petite pause musicale avec un autre extrait du Rainbow... Non, là non, c'est une autre chanson. Ah oui. C'est comment vivre heureux, simplement par le chant dans la grande tribu de tous les vivants. Voilà, c'est ça. Dans la grande tribu de tous les vivants, il y a de la danse, de la musique et des chants. C'est ainsi qu'on s'unit par l'immense énergie. Par les mots, c'est rare quand on
musique et des chants. C'est ainsi qu'on s'unit par l'immense énergie. Dans tous les pays qu'on a traversés, dans tous les clans où on a pu jouer, le jeu de la vie sans se réfréner, sans mensonge, sans haine, sans méchanceté. Ce n'était que gens qui savaient chanter, ce n'était que gens qui savaient danser. C'est ainsi qu'on s'unit par l'immense énergie. Dépassez vos idéaux de malheur, toutes vos guerres et toutes vos vieilles rancœurs, vos conseils de fous et toutes vos peurs qui voudraient nous faire haïr tout en cœur. Ceux qui ont trouvé la joie, le bonheur dans la vraie vie sans chercher les honneurs, dans la grande tribu de tous les vivants, par les danses et la musique et les chants. C'est ainsi qu'on s'unit par l'immense énergie. Énergie de la vie, 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 Dans énergie de la vie, 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 dans énergie de la vie, énergie de la vie, Voilà donc un air grande tribu de tous les vivants. Oui, c'était pas parfait sur le plan technique parce que c'est fait lors d'un rassemblement, donc c'est pas avec du matériel, voilà. Mais il y a l'énergie et c'est ça qui est important, et les paroles, c'est important aussi pour dire que comment on peut s'en sortir. Voilà, quand on pense que son monde à soi n'est pas bien, eh ben, il y a la responsabilité personnelle. Hein. Et alors, vous vouliez lire un extrait justement d'un livre qui s'appelle L'Utopie. Non, c'est dans un livre qui s'appelle L'Utopie, mais c'est parce que c'est un texte de Robespierre et qui est pas mal pour ça parce que c'est un bon résumé. Hein, à cette époque, ils y croyaient à la possibilité de rendre le monde entièrement heureux. Ils ne pensaient pas qu'il y avait les individus qui, eux, n'avaient peut-être pas toutes les capacités pour se faire. Nous voulons substituer dans notre pays la morale à l'égoïsme, la probité à l'honneur, les principes aux usages, les devoirs aux bienséances, l'empire de la raison à la tyrannie de la mode, le mépris du vice au mépris du malheur, la fierté à l'insolence, la grandeur d'âme à la vanité, l'amour de la gloire à l'amour de l'argent, les bonnes gens à la bonne compagnie, le mérite à l'intrigue, le génie au bel esprit, la vérité à l'éclat, le charme du bonheur aux ennuis de la volupté, la grandeur de l'homme à la petitesse des grands, un peuple magnanime, puissant, heureux, un peuple aimable, frivole et misérable, c'est-à-dire toutes les vertus
et tous les miracles de la République à tous les vices et à tous les ridicules de la monarchie. Alors là, c'était spécial, puisque c'était l'opposition entre la démocratie et la monarchie, mais toutes ces valeurs, c'est intéressant, parce que là, encore, on peut, bon, il faudrait les lire beaucoup plus lentement que je ne le fais, mais ça, chacun pourra, avec le système Internet, l'écouter mot à mot. C'est toutes les valeurs qui sont tout à fait encore positives. Si chacun, comme dans la République de l'abbaye de Thélème de Rabelais avait toutes ces valeurs en lui, il n'y aurait pas de problème. Tout le monde se conduirait très bien, et si tout le monde se conduit très bien, il n'y a pas de problème. Et je répète, les anglo-saxons, même de manière hypocrite, ont tellement conscience de l'opinion que l'autre va avoir d'eux, qu'ils font semblant d'être dans la morale plutôt que dans l'égoïsme. Ils font très New Age, peace, brother, I love you. Pour ça, le New Age, c'est d'ailleurs en anglais, ça prouve bien que c'est eux qui ont inventé ça. La grandeur d'âme, alors on va s'occuper d'autrui, etc. Même s'ils ne voient pas qu'ils font ça pour leur propre bonheur, et peu importe qu'ils ne le voient pas, l'essentiel c'est que ça marche. Nous voulons, en un mot, je prends un peu plus loin, remplir les vœux de la nature, accomplir les destins de l'humanité, tenir les promesses de la philosophie, absoudre la providence du long règne du crime et de la tyrannie. Donc c'est tout à fait très sain. Et puis Zola, qui lui aussi avait construit, comme beaucoup de gens, il y a énormément de gens, attendez, je fais du bruit certainement avec le micro là, voilà, il y a beaucoup de gens qui à cette époque avaient fondé sur papier leur utopie, je crois que ça s'appelait la crècherie pour Zola, enfin ils avaient tous ces célèbres avaient écrit, Marivaux, etc. aussi, pas la même époque, ils avaient construit eux-mêmes leur pays utopique, c'est-à-dire leur lieu merveilleux où il ferait bon vivre. Simplement, personne n'aurait supporté de vivre comme ça. Quand on lit les textes, c'est une dictature. Tous ceux qui ont voulu faire un monde meilleur ont embêté tout le monde, que ça soit mais même dans les communautés, parce que alors là, il faut se les... Pardon, attendez, ça va faire du bruit, une seconde. Voilà. Il faut se les faire, les communautés. C'est invivable par moment d'avoir à supporter les règles qui sont obligatoires. On ne peut pas tous manger à des heures différentes, on ne peut pas tous travailler au jardin quand il y a une communauté abominable au Portugal, une communauté allemande, je ne vais pas donner le nom, mais au petit matin, alors qu'il faisait une température incroyable, c'est cette époque 35 je crois, tout le monde était debout à 6 heures du matin pour aller travailler sous le soleil brûlant, et pour faire quoi, il fallait prendre conscience que des visiteurs pouvaient arriver, troubler, enfin, c'était abominable, mais c'était le travail, ils le disent en allemand, ça faisait mieux. Et alors, là, une belle phrase donc de Zola, très, très courte. Un peuple fraternel, réconcilié dans le commun idéal, dans le royaume du ciel, mis enfin sur la terre. Le fameux royaume du ciel, paradis du christianisme, mis enfin sur la terre, et il dit simplement un peuple fraternel, réconcilié dans le commun idéal. Le tout, c'est d'avoir un idéal commun, qui ne soit pas, comme la pensée, commune, un idéal commun. Lorsque, au Moyen-Âge, quand on construisait une cathédrale, où tout le village était rassemblé pour aider, dans les rainbows, où il y a une communauté par le fait que l'on va tous ensemble monter une yourte, on va tous ensemble faire la cuisine, on va tous ensemble s'occuper des enfants, on va tous etc. Au Burning Man, pareil, tous ensemble pour monter des choses spectaculaires. Regardez les images sur Internet, pour ceux qui ne connaissent pas. Dès qu'il y a un lien commun, mais créatif, matériel, pas simplement des paroles. C'est en cela que la plupart des communautés ne tiennent pas. Elles ont des belles paroles, mais lorsqu'il faut passer dans le concret est très difficile parce que c'est fatigant. Toutes les communautés qui ont été faites au 18e, 19e siècle, mais même après, je pense à toutes celles de l'époque, on va aller au Larzac pour élever des moutons, ou en Ardèche pour élever des moutons,
beaucoup étaient des intellectuels qui n'avaient jamais travaillé physiquement. Et alors là, ils se sont rendus compte, et on s'est rendu compte, je m'associe, que travailler la terre, c'était pas facile et ça poussait pas comme on pouvait l'imaginer. Donc, il faut vraiment quelque chose de physique pour entretenir un point commun. Pas simplement des paroles, et on le voit sur Internet, c'est que des palabres. L'une des dernières communautés qu'on a visitées, pas très loin de Paris, c'est un lieu qui a été abandonné au 19e siècle, un lieu d'ouvriers, enfin, tout le village était un village ouvrier. Comme celui de Guise, je ne sais plus si on dit Guise ou Guise, là le lieu est magnifique, mais quand il a fallu le restaurer, eh ben, c'était pas possible, parce que ça demande une énergie que l'on n'a plus déjà, hein. Et puis, déjà peut-être parce qu'on a moins d'énergie qu'on en avait avant. Est-ce que c'est une fleur de nourriture? Ou alors tout simplement parce que, et là aussi j'aimerais bien revenir à cette notion de cycle, il y a des cycles, il y a eu le cycle où tout le monde sentait que le hippisme c'était ça, il y a eu un cycle où ça a été le New Age, et il y a un cycle où il y a eu les communautés, et il y a un cycle maintenant où peut-être c'est chacun en retirer plus à l'intérieur de soi-même. À Ibiza, la plupart des gens qui étaient sur la scène, je dirais, vivent maintenant repliés dans leur finca avec quelques amis, et c'est vraiment le temps des tribus, hein. Je crois que le livre, je ne crois pas, je suis sûr, le livre de M. Maffesoli, le temps des tribus, hein. C'est le temps des tribus, le temps des réseaux. Vous ne pouvez plus rien faire si vous n'avez pas des amis dans un réseau pour contrer les grands réseaux dont on parlait tout à l'heure, religieux, politiques, etc., ou normaux, qui prennent le pouvoir en dépit de leur capacité, hein, oui, j'ai vu ça dans la Drôme. C'est simplement des citoyens autour de Romans sur Isère, et il y a une association là-bas qui est extrêmement active qui s'appelle Planétaire, qui est une association écologiste très ancienne, qui avait réussi à ses débuts à empêcher l'implantation d'une centrale nucléaire, et qui est extrêmement active dans l'organisation de conférences, de stages, etc. Et toutes les personnes qui se rencontrent dans ces activités ont une vie normale par ailleurs, mais se sont très proches dans cette vie associative. Je suis absolument d'accord, c'est déjà bien, hein, mais c'est là où je dis, comme on disait tout à l'heure, ça ne suffit pas, c'est encore du blablabla. Et tous ces gens qui vont suivre des cours, qui vont faire des stages de yoga, alors que j'en parlais avec un ancien professeur de yoga, du vrai yoga de Patanjali, c'est de la rigolade maintenant, c'est de la gymnastique. Très bien, tout ceci est très bien pour la santé, voilà. Mais ça ne sert à rien parce que ça ne permet pas aux êtres d'être capables de collaborer. Ils vont être tous ensemble pour suivre un même cours, mais faites-leur, et je répète, mettez-leur dans un lieu pour danser, pour chanter, vous apercevez qu'ils ne sont pas capables je caricature tout cela, hein, ou alors quand ils en sont capables, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, il faut d'abord qu'ils boivent un petit peu, ou même beaucoup, ou qu'ils se droguent dans les rêves, etc. Les fêtes à Ibiza, il n'y a plus de fêtes sans drogue. Et à Paris, j'ai cessé depuis quelques années d'y aller, parce qu'il n'y avait plus la moindre fête, sinon avec de l'alcool, et de l'alcool, énormément d'alcool. Donc, je répète, chacun vit sa vie, chacun utilise aussi les drogues, quelles qu'elles soient, même le travail, hyper-travail, chacun utilise les drogues qu'il veut, mais ce n'est pas une solution pour faire un monde que vous appelez un monde meilleur, c'est-à-dire un monde où l'on peut soi-même vivre son monde normal, sans avoir de conflit. Dès que vous avez un monde, à Ibiza, tous les groupes qui vivent un petit peu bien rentrent en conflit avec d'autres qui, par jalousie, vont dire « Ah, c'est encore une secte !» Voyez, ou alors rentrent en conflit en disant « Mais vous êtes ici depuis combien d'années? Moi, je suis ici depuis 3 ans avant vous, donc vous n'avez plus rien à dire. » On a des fous. Et ça ne se compte pas sur les doigts d'une main, ni de 2 mains, ni de X mains. On a vraiment ce côté d'un dénigrement
générale. Et n'en parlons pas en France. Je vois certains qui essayent de percer dans le champ classique, qui ont automatiquement en face d'eux d'autres qui ne sont pas d'accord avec la manière dont ils chantent ces morceaux, etc. Il y a les conflits permanents, ce qui est très bien, puisque c'est pour que l'on s'en sorte individuellement, pour aller au-delà de l'opinion que les autres peuvent avoir. Il y a une phrase comme ça, se passer du bien-être que les autres procurent, pas de Épictète, mais de son copain Marc Aurèle. Se passer du réconfort que les autres procurent. Quand on est à ce point-là, ce qui est encore une fois tout à fait la philosophie des Grecs anciens, eh bien il n'y a pas de problème, on peut vivre heureux, même dans un contexte de gens qui sont toujours en train soit de vouloir accuser le monde de ne pas être comme il voudrait. Voilà. Et voilà, et ça peut tenir comme ça. Avant de finir l'émission, j'aimerais faire un tour d'horizon de tous les ouvrages que vous avez écrits, parce que vous êtes principalement écrivain. Et vous avez écrit un nombre d'ouvrages assez impressionnant. Combien à peu près ? Non, il y en a une trentaine, mais j'écris très peu de livres. Oui. Parce que la plupart, c'est je donne des textes comme ça en conférence, je parle en conférence, c'est mis sur magnétophone, et ensuite c'est transcrit. Je vois que vous avez ouvert le bréviaire. Oui, le bréviaire du chevalier. Il y a 2 bréviaires du chevalier. C'était au début de cette, je ne vais pas dire cette mode, parce qu'en même temps, ça c'est, il y a eu une émission. C'est en hier, calligraphie aussi, c'est des poèmes. Oui, c'est-à-dire, c'est simplement des enseignements sur la façon qu'avait le chevalier, même si c'est un côté romantique, de vivre naturellement dans sa société. Et ces valeurs du Moyen-Âge qui ont fait que ça prend énormément. Le patrimoine du Moyen-Âge est assez extraordinaire pour son impact en France. Les fêtes médiévales, on a des gens qui sont rassemblés dans les fêtes médiévales parce qu'ils ont non seulement un même idéal de maintenir ce patrimoine, mais ils sont constructifs. C'est-à-dire qu'ils fabriquent des aumes, ils fabriquent des épées, des cottes de mailles, ils se remettent à faire la nourriture comme on faisait à l'époque. Ils sont dans la matière. Et ensuite, ils vont présenter ce qu'ils font. Et ça, c'est sur le monde entier. Et ils sont tellement dans le côté physique, je dirais, que lorsque l'on a voulu, il y a pas mal d'années, noyer toute la vallée vers Pimpon pour faire un barrage, tous ces chevaliers, entre guillemets, sont arrivés de toute l'Europe, d'Amsterdam, de l'Angleterre, etc., à cheval, pour défendre la vallée. Le film est sur YouTube, c'est fantastique. Et devant le maire, qui avec sa petite voix, ils ont dit « Nous sommes ici pour défendre le patrimoine. » Et on a eu gain de cause comme ça. Et il y avait, mais je sais pas, peut-être 300 personnes comme ça. C'est pas le blablabla, je fais mon petit yoga, je fais ma méditation, c'est-à-dire je fais ma schizoïdie, ma schizophrénie. Je suis très méchant parce que c'est bien, attention, tout ceci a été très bien, de faire de réintégrer son, entre guillemets, son moi profond, aussi peu profond qu'il soit ou aussi profond qu'il soit, ça a été très bien. Mais ça ne suffit pas parce qu'on a un assoupissement général, et pendant ce temps, ceux qui n'ont pas du tout ce trip-là, ils sont en train de tout casser. Et ils cassent à tout niveau, même au niveau de la littérature, au niveau de la peinture. Donc on détruit les structures. Je prends l'exemple des statues. Les statues, lorsque vous voyez une statue, il y a l'image que vous recevez et qui vous remet dans l'énergie qui est proposée par cette image. Si vous avez une image tordue ou une sculpture tordue, il est évident que l'être ne trouve pas sa stabilité. Et c'est en cela maintenant que beaucoup d'êtres dans la nouvelle génération, entre guillemets, sont instables, sont déstabilisés. Ils n'ont pas de... Vous savez, même le mot tuteur qui est intéressant puisqu'il y a les deux sens. Voilà. Donc voilà. Et voilà. Donc ça, c'était pour le bréviaire du chevalier. Alors, qui était vraiment l'exemple. Un autre qui est très connu, c'est l'ésotérisme du Petit Prince. Oui, alors là, oui, parce que tout le monde le redécouvre. C'est tout de même le livre
l'un des livres les plus célèbres au monde, parce que justement, on voit bien que ce petit prince en a assez de vivre une vie qui ne lui plaît pas, et il veut trouver le chemin vers un monde meilleur. Et que fait-il ? Eh bien, il s'en va. Quand vous en avez assez d'être quelque part, vous n'allez pas commencer à taper sur tout le monde, vous allez soit, je répète, soit essayer de transformer votre monde, faire votre paradis autour de vous, hein, avoir un appartement qui est agréable, au moins quand vos amis viennent, c'est agréable, avoir une orthographe qui ne soit pas les orthographes délirantes des forums, d'avoir une conduite simplement respectueuse. Et je répète, ce n'est pas pour faire la mise en scène, c'est parce que vous recevez le feedback de tout cela. Si vous vous comportez de manière impolie, il est évident que vous recevez la hargne d'autrui. Donc vous avez intérêt... voilà. Et donc le petit prince, il a compris. Donc il s'en va, au lieu de taper sur tout le monde, au lieu de dire à sa rose, gna, 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 tu m'embêtes, non, il la protège, et puis il s'en va, et puis il va voir ailleurs, et puis il en retire toutes les leçons. Il rencontre le renard. Oui, il rencontre le maître. Hein, alors le maître, ça peut être le livre, ça peut être le personnage, ça peut être celui qui va redonner les structures. Et le renard lui dit que l'essentiel c'est invisible aux yeux, que le temps qu'il a passé pour sa rose, etc. Enfin, tout le monde connaît, tout le monde connaît ça maintenant. C'est bon de le rappeler, oui, c'est bon de le rappeler quand même. Et alors, il y a aussi suivi de l'aventure initiatique du Petit Prince de Siddhartha, de Jonathan Livingston. Ah oui, de Goéland. parce que ces deux livres, Hermanès Siddhartha et Jonathan Livingston, le Goéland de Richard Bach, c'est pareil, ce sont des livres qui montrent le chemin vers la sagesse, hein, pour Siddhartha. Après avoir expérimenté tout un tas de choses, il a été marchand, etc., etc. Et pareil pour le Goéland. Voilà, hein, le monde meilleur, ils se le font eux-mêmes, par leur expérience, pas en tapant sur autrui, pas en disant « suivez ma doctrine, il n'y a que moi, ma croix, ma méditation, etc. Qui compte ». Non, ils vivent leur chemin, et ils tirent le meilleur de tout ce qu'ils rencontrent, et voilà. Ah, vous avez écrit un qui s'appelle George Sand, Troubadour de l'éternelle vérité. Alors, George Sand, comme je disais tout à l'heure, elle a été une des premières à vivre en communauté, avec des gens qui étaient tout de même pas n'importe qui, hein, les Chopin et compagnie. Elle vivait dans... oui, la communauté, c'était son village, ou même à Paris aussi. Et tout ceci pour vivre à la hauteur d'une morale, d'une éthique, d'une esthétique, etc. Elle s'habillait en toute conscience, mais elle s'habillait en homme parce que comme ça elle rentrait dans tous les milieux. Elle avait une éthique qui était le progrès de l'humanité. Elle avait conscience, tous ses livres, on a lu tous ses livres, on a lu toutes ses lettres pour écrire ses livres, voilà, et là c'est très bien, voilà, on peut en parler parce que ça correspond bien aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, tout un tas de livres que l'on a écrits sur différents personnages qui ont des fan clubs. Je mets fan club entre guillemets. Quand on voit ces fan clubs, c'est uniquement pour défendre leur petit ego. Moi je. Au besoin, on va faire une exposition. Je vais pas donner les vraies choses, mais on va faire une exposition pour l'anniversaire d'une George Sand, par exemple, mais au lieu de mettre des choses qui sont en rapport avec George Sand, non, on va faire venir un petit copain qui a fait des céramiques qui n'ont rien à voir avec ça, et on va l'exposer. Et là, je vous jure que c'est vrai, c'est pas en fonction de George Sand, c'est un autre cas, je ne vais pas le donner, mais on a ça partout, c'est-à-dire qu'ils n'en ont rien à faire de l'œuvre en tant qu'élévatrice, mais c'est un support pour dire, moi, je m'occupe de tel groupe et de tel groupe. Hein. Là encore, je ne veux pas, c'est pas pour être méchant, chacun vit sa vie, et s'ils ont à faire cet ego trip, très bien, mais ce n'est pas un moyen de mettre le monde en état d'harmonie, puisque ça ne fait que des dissensions
entre ceux qui sont pour Zola et ceux qui sont contre Zola, ceux qui pensent que Zola était bien pour ceci, etc., ceux qui sont pour Elvis Presley, ceux qui... Enfin, ça n'arrête pas. Vous voyez, la France est très conflictuelle, mais je répète, c'est peut-être très bien, parce que ça permet à chacun de voir ce qu'il a dans les tripes, de ne pas s'occuper de l'opinion de gens qui vivent leur vie et puis c'est tout. Hein. Voilà, chacun fait ce qu'il veut et c'est à soi-même de s'ajuster pour faire autour de soi son paradis, comme dit tout à l'heure, le temps des tribus, donc ses réseaux, etc. Alors il y en a un qui s'appelle, vous avez écrit, Le Grand Chant d'amour. Alors là, c'est le rassemblement de tous les poèmes sur l'amour dans le monde entier, pour montrer ce qu'est l'amour, parce que l'amour, ce fichu amour, j'en ai tant, m'étant parlé, voilà. Et ben voilà, donc là on voit ce qu'est l'amour physique, l'amour émotionnel, l'amour mental, et après chacun choisit avec ses possibilités. Une autre grande de vos spécialités, c'est la langue des oiseaux. Il y a hiéroglyphe français et langue des oiseaux. Oui, parce que la langue des oiseaux, c'est notre patrimoine, hein, c'est la possibilité de lire ce qu'on appelait les lettrés. C'est de voir que la langue française est composée, n'est pas composée n'importe comment. Hein, c'est, on pourrait dire entre guillemets, divinement inspiré, ce qui fait que l'entendement, ce qu'on appelait le double entendement au Moyen-Âge, permet de comprendre véritablement le sens des mots et donc d'aller beaucoup plus profondément dans ce que l'on dit. Et aller plus profondément dans ce que l'on dit, c'est pour aller plus profondément en soi. Et je répète, hein, comme pour la véritable spiritualité, c'est-à-dire trouver l'essentiel invisible aux yeux, etc., comme dit le Petit Prince, l'essentiel qui est au fond de soi, qui rejoint ce que le paganisme appellerait les dieux, c'est-à-dire les 12 pulsions vitales, la pulsion de compréhension, la pulsion de secondarité, la pulsion de relation, la pulsion, etc., de même les 12 intelligences que l'on a en soi, et utiliser cela pour vivre soi-même dans un monde aussi bien que possible. Voilà, toujours avec Emmanuel Yves Monin, qui est également auteur du manuscrit des paroles du druide, sans nom et sans visage. Voilà, alors pareil, ça c'est dans la filière celtique, c'est tous les enseignements qui ont été donnés à une certaine époque où beaucoup de gens étaient dans le celtisme dans le monde, et chaque fois que j'étais avec eux, je donnais des enseignements, et encore une fois ça a été mis sur internet, sur magnétophone, ça a été reproduit, on a fait de la calligraphie puisque j'ai enseigné la calligraphie, et après ceux à qui j'avais enseigné la calligraphie sont devenus de très très bons calligraphes, enseignent d'ailleurs la calligraphie, ça a été tout un déploiement. Et ça, c'était d'ailleurs, Rabelais ne voulait que ça comme exercice dans son voilà. Ça, celui qui fait de la calligraphie, il est aussi dans le côté matériel. C'est comme construire une cathédrale, c'est du côté pratique. On ne peut pas jouer, hein, c'est bien beau de moi je sens mon intérieur, etc. Bon, et ben ton intérieur, mets-le pour écrire correctement. Et ça, hein, toutes les écritures psychanalytiques que l'on voit, même de ceux qui soi-disant sont dans la spiritualité, voilà. Après, vous travaillez avec tout un réseau finalement de personnes qui Internet, qui co-créent avec vous les livres. Non, ça c'était il y a X années, hein, oui. Ça, voilà. Hein. À l'époque, j'enseignais la calligraphie, donc certains m'ont dit est-ce qu'on pourrait faire en calligraphie ce livre? Bon, ils l'ont fait. Et après, ils m'ont dit on peut l'imprimer. Bon, ils l'ont imprimé. Voilà. Ça c'est voilà. Mais autrement, non. Les réseaux, grâce à Internet, c'est tous les gens qui sont intéressés par cela. Et c'est facile maintenant. Hein. Il suffit que je mette un texte sur un forum et des gens dernièrement d'Australie intéressés par le travail justement sur les énergies et la conscience, avec des neurologues de France, d'Angleterre, etc. Donc c'est des réseaux qui se font très très facilement. Hein. On n'aura pas le temps finalement de donner simplement les titres de tous ces livres. Oui, non, mais c'est pas important. La mécanique des relations. L'essentiel est ailleurs. Le message d'Elvis Presley, le message des tapisseries de la Dame à la licorne, le son du désert, le traité de réintégration des structures de l'existence, l'univers en code barre, dodécalogie et transdisciplinarité, le grand architecte de tout. Il s'agit de quoi ?
Eh ben, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire il y a la trame qui n'a pas été inventée par moi. Apparemment, les orateurs en Grèce l'utilisaient, le soufisme le connaît bien, le Bouddha l'utilise aussi. Attention, le Bouddha et autres ne l'utilisaient pas intellectuellement. C'est vos énergies qui ne peuvent sortir que comme cela. On n'a pas le choix. On a 12 nerfs et on a 12 manifestations. Et donc, il suffit de trouver les 12 cases. On remplit les 12 cases. Et puis, c'est exhaustif. Mais tout ça, livre, peu importe, je dirais, c'est pour chacun un moyen de s'intéresser à quelque chose qui peut le toucher au cœur, c'est majuscule, la pointe du cœur, comme on dit dans le soufisme, et lui faire dire, bon, je suis responsable, hein, comme dans Le Petit Prince, on est responsable de ce qu'on a aimé, je suis responsable de mon univers. Du monde passe encore, mais déjà son propre petit monde, son propre petit paradis, déjà c'est pas facile à faire, parce que déjà arriver à faire une tribu, tous ceux qui essayent déjà d'avoir un ami, 2 amis qui seraient normalement la vraie tribu, ça serait encore il y a une chanson comme ça dans des derniers Trouvères au sujet de toute tribu a 3 buts, comme chacun le sait. Et c'est un grand secret, etc. Voilà. La voix du couple, c'est un des livres que vous La avez voix écrit. du couple, c'est le problème de tout le monde, hein, le problème des relations, le problème des... Voilà. Un livre sur le fameux Mouna, ce personnage très Oui, original. j'avais participé à lui. Voilà, c'est un bel exemple. Hein. Mouna, quel est le mot ? Il avait une belle parole comme ça. En fait, il était suffisant et il auto-générait tout ce qu'il faisait. Et il faisait un magazine, il parlait, voilà. Il n'était pas simplement un contemplatif à croire qu'il faisait de la spiritualité ou qu'il était religieux ou qu'il était... Voilà. Hein, son mantra, c'était « Mouna, Mouna, Mouna », me disait-il. Voilà. Et il a vécu sa vie, son paradis à lui. Le tout, c'est de faire son paradis à soi. Et ça, c'est pas facile. Voilà. Voilà, on remercie beaucoup Emmanuel-Yves Monin. Eh bien, merci de m'avoir invité. Invité donc de Lumière pour éclairer le chemin vers un monde meilleur, une émission hebdomadaire les jeudis soirs de 20h à 22h. Donc le dernier livre chez les bâtisseurs d'Utopie. Donc, qu'on trouve aux éditions Monin. Voilà. Et on peut retrouver tous ces livres d'ailleurs sur le site de Emmanuel-Yves Monin, e.y.monin.free.fr. Voilà, on tape simplement le nom et on est bien répertorié. Et on vous dit à très bientôt sur cette antenne et d'autres. Eh bien, merci. À bientôt. So keep on moving towards your perfection. You are living the right direction. Keep on moving towards your perfection. You are living the right direction. And there's a spirit bringing people together. Music is the key. And music is the key. Yes, there's a spirit bringing people together.